Bonjour à tous. On va attendre encore un petit peu parce que par rapport au nombre d'inscrits, vous êtes peu encore connectés. Donc on va attendre encore 4 ou 5 minutes de manière à essayer d'obtenir le plus grand nombre de participants connectés. Ça augmente doucement. Oui, je disais d'ici 2-3 minutes, ça doit être bien. Ils vont arriver tranquillement. Je pense qu'on peut peut-être démarrer, Dominique, non? J'allais dire, oui, on va pouvoir démarrer. Alors, bonjour à tous. Alors, contrairement aux 2 premiers webinaires où on avait choisi de séquencer un petit peu les informations, là, on préfère passer sur un mode un peu question-réponse. On va donc potentiellement balayer tous les objectifs qui pourraient vous intéresser. Donc, on va commencer, si c'est possible, par un petit questionnaire pour savoir, pour tous ceux qui sont présents actuellement, quelles sont les problématiques qui vous amènent. Est-ce que vos questions concernent plutôt l'alimentation du DMP, donc avec les objectifs 2, 3, 4, 5, 6, et ou la qualification, et ou l'usage de la MSS.
Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez voter pour qu'on puisse un petit peu orienter nos informations, sachant que de toute façon, on va vous faire déjà une petite entrée en matière sur les informations du programme en lui-même avant d'entamer ensuite les sujets qui vous intéressent le plus et qui vous préoccupent le plus. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer directement sur la fenêtre en répondant, en cochant les items qui vous intéressent, ou alors vous le retrouvez également dans l'onglet sondage, le sondage. Est-ce que tout le monde arrive à accéder au sondage ou bien? On a 16 votants là pour l'instant. D'accord. Avec pas beaucoup pour l'INS parce qu'ils sont très bien formés, je suis très fière. Ben voilà, c'est ça, en région, on a la spécialiste, donc et ça serait dommage. 45% ça se partage moitié-moitié MSS et DMP à peu près. D'accord. Bon, je pense qu'on va pouvoir donc balayer un peu tous les sujets, à l'exception de l'INS. Si effectivement, on répondra quand même aux questions, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais si effectivement vos préoccupations, vous avez géré la qualification, ma foi, on est fort heureux. Et on va laisser encore 1 minute pour le vote, le temps que tout le monde puisse participer. Ok. Bon, on va considérer qu'il n'y a pas plus de votes pour l'instant. Bon, on a 45-35. Ok. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer le sondage parce qu'a priori, on n'a pas l'air de recueillir plus de votes. Voilà, on ne clôture pas, on le laisse vivre tout seul, le sondage. Ouais. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, première chose, bien penser, la session est enregistrée et donc on pourrait bénéficier effectivement du replay. Pour les questions, vous les posez dans le chat ou vous levez la main. On pourra répondre, en plus vu le format de ce webinaire, on pourra répondre en temps réel. Pour les prochaines sessions, on aura le 28 mai et le 18 juin. Pareil, thématique à définir en fonction effectivement, soit on le refera sous ce même format de questions-réponses, soit à fur et à mesure qu'on a des retours d'établissement et qu'on voit que se profilent plusieurs problématiques, on pourra peut-être faire une thématique spécifique en fonction des problématiques rencontrées sur les premières instructions. On va pouvoir avancer. Alors, pour les intervenants, au niveau de l'ARS, Madame Boschetti est excusée, elle ne pourra pas se rendre disponible aujourd'hui. Donc, je suis Dominique Cordelalais, chef de projet numérique sanitaire pour l'ARS. Et pour le grade, je laisse... Manuela Oliver, coordonnatrice du GRIV et donc en charge finalement de l'accompagnement sur l'INS. Et Sébastien Grandperrin, je suis chef de projet SIS pour Système d'information de santé au sein du grade PACA et j'interviens notamment sur les sujets qui ont un trait au DMP. Et Célia Lagarde, moi je serai plutôt donc sur la MSS, la messagerie sécurisée de santé, chef de projet.
Donc là, juste, on va vous faire un petit retour sur le programme Open. Ensuite, on va passer sur des généralités sur le rendu des indicateurs et ensuite, on attaquera le cœur du sujet, c'est-à-dire atteindre les objectifs. Voilà. Donc, les rappels du calendrier. La première, les périodes de mesure, c'est on peut présenter les mesures à compter du mois de décembre et jusqu'à la dernière période de mesure qui sera le 31 juillet, le mois de juillet. Tous les mois de mesure sont des mois calendaires, hein, donc du premier au dernier jour du mois et mois par mois. Voilà. Les objectifs, bah donc, vous les retrouvez tous. C'est effectivement en premier la qualification de l'INS. En P1 ou 2, vous avez effectivement les documents de sortie, la lettre de liaison et l'ordonnance qui, comme pour SUN, sont un seul et même objectif. Il y a deux objectifs, mais qui sont insécables. Voilà. P1.3, les comptes rendus, qui ne sont pas un bonus, mais qui sont un objectif à eux tout seuls. Les comptes rendus de consultation, qui est un nouvel objectif par rapport à SUN. Le 5 sur les comptes rendus de biologie. Les comptes 6, le compte rendu d'imagerie. Et 7 et 8, ça concerne la messagerie sécurisée de santé. Donc, les objectifs ont un peu été modifiés, mais les modalités de calcul par rapport à SUN, mais voilà, ça concerne la professionnelle pour le 7 et la citoyenne pour le P1E8. Alors, le rendu des indicateurs. Les documents à renseigner et à déposer, on les trouve ici. C'est dans la dernière colonne à droite. Pour chaque objectif, vous avez une liste de documents à fournir. Donc, pour chacun, il y a la matrice de réponse. Ensuite, vous avez un document qui doit détailler les modalités de calcul du taux. Et ensuite, selon les objectifs, vous avez des documents spécifiques. Donc, pour le premier, vous avez la justification du taux d'INS non qualifiable, si c'est utilisé. Pour les autres, vous avez un exemple anonymisé de documents en fonction du document présenté. Pour les ordonnances, par contre, vous aurez soit... Alors, on n'a pas à déposer de modèle anonymisé d'ordonnance. Par contre, pour ceux qui sont exemptés du calcul des ordonnances, il faut une attestation sur l'honneur. Voilà. Et pour le P1O7 et P1O8, entre autres, on a la liste des documents validés pour l'envoi à la MSS Pro et les documents validés pour les cas d'usage et les parcours sélectionnés qui font l'objet d'envoi par la MSS citoyenne. Attention, tous les documents transmis doivent être anonymisés. On ne veut surtout pas de nom de patient, ça ne nous regarde pas. Interdit. Alors, les modèles de documents preuves, vous avez pu voir qu'il y avait ce qu'on appelle la matrice de calcul. Pour chaque, quel que soit, il y en a un spécifique. Vous pouvez les télécharger sur la page Open du ministère, mais vous pourrez aussi la télécharger sur le formulaire de dépôt des preuves, dès qu'on a le lien pour que le formulaire soit en ligne, mais vous aurez à ce moment-là la possibilité de télécharger la matrice à cet endroit aussi. Une petite exception PACA. Nous avons créé un modèle de document justificatif pour faciliter le rendu des modalités de calcul pour ce qui concerne le P1O1. Donc, on vous enverra par mail ce document. Voilà. Alors, le dépôt des éléments de preuve, ça se fera sur démarche simplifiée. Je n'ose même plus dire je mets fin avril parce que à chaque fois le national me dit c'est demain. Donc normalement c'est pour aujourd'hui, mais comment vous dire? Voilà, je mets fin avril, on aura plus de certitude. On vous enverra le lien de démarche simplifiée dès qu'on l'aura.
au plus tôt. La règle de dépôt des éléments de preuve, c'est un formulaire par établissement. Donc pour les GHT, jusqu'ici, donc puisque la candidature s'est faite à la maille par l'établissement support, vous avez deux possibilités. Soit l'établissement support crée lui-même un formulaire par établissement partie, et ensuite, à l'aide de ce petit, ici, cette possibilité, vous invitez une personne à modifier le dossier, donc vous rajoutez l'adresse mail du responsable de l'établissement partie. Et c'est lui qui va le faire, mais comme ça, l'établissement support, ça lui permet d'avoir toujours une visibilité sur la complétude des dossiers pour son GHT. Sinon, il peut donner le lien de démarche simplifiée à tous les établissements parties qui feront eux-mêmes qui créent eux-mêmes leur formulaire de réponse. Par contre, ce qui serait bien, c'est que eux aussi, de manière à donner la main aussi un visu à l'établissement support, puissent inviter le responsable de l'établissement support à modifier le dossier, ce qui permettrait dans les deux cas que vous puissiez avoir accès aux documents de tous les établissements du GHT. Voilà. Alors, le dépôt des éléments de preuve, je vous ai fait des copies d'écran. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si ça va ressembler totalement à ça, parce qu'il y a eu des revues un peu. C'était le mode brouillon quand on testait le formulaire. Ça ressemblera à peu près à ça. Hein. Vous devrez choisir la région, le finesse PMSI exact. Un des intérêts en mettant les 7 premiers numéros du PMSI. Donc, pour les GHT, il faudra saisir le bon... non, il faudra mettre à chaque fois le PMSI, donc le juridique de vos établissements parties. Et ça permet de retrouver le bon numéro de dossier et de rattacher la bonne candidature à votre établissement. Et donc là, il faudra répondre s'il fait partie d'un GHT et le nom du GHT. Voilà. Et l'adresse électronique du porteur de projet de l'ES. Voilà, pour qu'on puisse répondre. Allons-y. Il faudra, les objectifs à renseigner. En fait, comme vous allez pouvoir déposer au fil de l'eau, vous allez devoir mettre oui à ceux que vous rendez sur le moment et vous mettez à non. Comme les réponses sont obligatoires, il faut toujours mettre une réponse. Donc, il faudra mettre à oui ceux que vous rendez sur le moment et à non les autres. Et ensuite, on vous dit si effectivement vous remplissez complètement ou pas. Voilà. Ce qui permettra ensuite, quand vous déposez le dossier, de nous prévenir. Voilà. L'atteinte des objectifs, comme vous voyez, vous avez le mois calendaire, le numérateur, le dénominateur. Et on voit en dessous que sont spécifiés les documents à fournir. Donc ici, on a bien la matrice de calcul que vous pouvez aller chercher en cliquant sur le lien, ou bien, et vous avez aussi le détail sur les modalités de calcul du taux par établissement et la justification du taux d'INS non caniflable si utilisé. Donc voilà, ça c'est les 3 documents qu'on devra retourner, à minima les 2 pour le dépôt des éléments de preuve pour le P1A. Allons-y, toujours pas de questions pour l'instant, ça va? S'il y avait une question, oui. Patrick No, qui est les matrices ont-elles changé depuis le dernier webinaire? Je pense que il y a pu y avoir quelques... Alors, il y avait des coquilles, je crois, qui ont été corrigées. Mais globalement, le calcul devrait être le même. C'est simplement qu'il y avait certains écrits où il y avait quand on avait travaillé sur les matrices, on avait dû faire des copies-colles malencontreux et vous aviez certains CRO qui étaient restés alors qu'on rendait d'autres examens, d'autres documents. Donc normalement, celles qui existent sur le site devraient être les dernières versions corrigées. Mon problème, c'est qu'il y en a, à date, il y en a toujours 2 modèles sur le site. Je ne sais, voilà.
Donc là, le bon, normalement, devrait être celui qui s'appelle matrice. Mais voilà. Ensuite, oui, pour le formulaire, vous allez devoir bien préciser que l'établissement a effectivement engagé des dépenses supérieures ou équivalentes au montant attribué par le programme, justificatif à l'appui. Et il faudra avoir, vous voyez, vous avez la possibilité aussi d'aller télécharger le document état récapitulatif des dépenses qu'il faudra tenir par devers vous. Avec toutes les dépenses engagées concernant Open 2. Voilà. Et qui doivent être à minima égales ou supérieures au montant que vous allez toucher. Voilà. Alors là, c'est pour moi. On aurait peut-être dû la mettre un tout petit peu avant, cette diapo, finalement. Quand, Dominique, vous parlez des exemples de documents anonymisés, de LDL, de compte-rendu d'imagerie, de CRO, etc., qui devaient contenir l'INS, ce qu'on attend, c'est évidemment des documents qui sont identifiés conformément à l'exigence du RNIV. Et dans la version 2 du RNIV, qui est parue mi-décembre, des exigences ont été tout à fait précisées, hein, donc c'est l'exigence pratique professionnelle 20, je vous ai remis ici les éléments. Donc sur la première page, on attend l'ensemble des traits, sachant que si vous utilisez un outil type Lifun là, qui vous colle une page de garde avec le cartouche INS et les traits sur une page de garde distincte de la première page, c'est accepté. Et alors, l'ensemble des traits et le data matrix, évidemment, ça peut être présenté sous forme de cartouche, hein, comme dans l'exemple ici à droite. Ça peut aussi être présenté sous forme de liste, à condition que les traits soient bien identifiés, hein, à chaque fois, avec le data matrix à côté. Donc ça, c'est la première page. Mais sur toutes les autres pages d'un document, on doit retrouver des traits minimum, hein, puisqu'il est hors de question qu'on ait une feuille qui vole sans, si c'était une deuxième page, sans identité de patient dessus. Et les traits minimums qu'on doit obligatoirement retrouver sur les pages suivantes, ce sont le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance, le sexe, et les noms et prénoms utilisés s'ils sont renseignés. Alors, on peut les mettre en bas de page, on peut les mettre en pied de page, on les met où on veut, mais il faut qu'ils soient présents sur les autres pages d'un document. Voilà pour ce petit rappel sur l'identité et l'INS qui doivent être présents sur vos documents et donc sur les documents preuves. Alors, du coup, je propose qu'on passe P1 au 1. Éventuellement, on y reviendra s'il reste du temps et qu'on attaque sur les indicateurs DMP. Sauf s'il y a des questions précises sur pour ceux qui souhaitaient. Oui, s'il y a une question précise sur l'INS, vous pouvez la poser dans la conversation. Et sinon, il y avait une question de Patrick, non encore. Ouais. Faut-il faire certifier les dépenses? Alors en fait, je pense qu'on va faire comme pour SunES, vous faites signer par le directeur de l'établissement. Le modèle, comment dire, pour SunES, il y avait eu, pour tous ceux à qui on a dû transformer les avances en amorçage, il avait été demandé un document qui était la liste des dépenses, voilà. Eh bien, c'est à peu près le même document et il a été demandé qu'il soit signé par le directeur et dessus, je crois qu'il y a une phrase sur l'honneur, enfin voilà, c'est une déclaration sur l'honneur que c'est bien conforme, etc. Voilà. Mais il n'y avait pas de commissaire, enfin sauf il me semble pas. Hein. Non, je pense pas, Dominique. Il me semble pas que c'était demandé. Enfin, en tout cas, en Île-de-France, ce n'était pas demandé, ça c'est sûr, puisque moi, m'étais occupée d'un hôpital d'Île-de-France, et donc je suppose qu'en PACA non plus, bien sûr. Et ben, je pense qu'on peut attaquer. Hop. Alors, des questions. Si une question d'Anne-Carole donnée. Y aura-t-il un délai de dépôt par rapport au mois d'observance pour ce dossier? Car notre éditeur software déploie seulement
fin du mois les requêtes pour suivre et remplir les justificatifs de l'indicateur INS, identité douteuse, etc. Alors, le délai de dépôt, effectivement, j'ai dit que le dernier mois d'observance, il est à juillet. Et effectivement, vous avez jusqu'au 31 août pour déposer vos cibles. Donc, ce qui vous laisse un mois pour justifier, sachant que comme vous pouvez prendre n'importe quel mois, voilà, c'est si vous prenez juillet où ça va peut-être être un peu touchy, mais si vous essayez si vous prenez d'autres mois d'observance, après vous avez tout le temps qu'il vous faut pour récupérer les données. Qu'on amènera en premier. Ok. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions sur l'INS. En tout cas, elles ne sont pas arrivées dans la conversation. J'ai l'impression qu'il y a un micro ouvert. Je ne sais pas, Manuela, si c'est de ton côté, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a accès au micro. Julie, je ne sais pas si tu m'entends, si tu peux regarder. Oui, j'ai regardé, il n'y a pas de micro ouvert. Pour les participants, en tout cas. Bon, on va laisser Sébastien. On te donne la main. Ouais, on va dérouler gentiment la partie DMP. Alors sur la partie DMP, là en premier, on vous a mis, c'est un point qui est important, c'est la définition de la notion de séjour. Donc effectivement, en fonction des typologies d'établissement et surtout des typologies d'activité, cette notion de séjour, elle n'est pas toujours évidente. Donc pour le MCO, SSR, enfin SMR maintenant, effectivement, la notion de séjour, c'est une date d'entrée, une date de sortie, hein, ça c'est assez simple. L'APSI, un séjour est caractérisé par une date d'entrée et une date de sortie, mais ça peut également comprendre plusieurs venues du patient. La HAD, donc c'est le séjour de patient adulte hospitalisé pendant au moins 8 jours. Tout ce qui est radiothérapie, chimiothérapie, vu que ça fonctionne sous format de séance, la notion de séjour, du coup, elle est considérée comme une succession au moins de 3 séances en moins de 3 mois. Voilà, s'il y a 3 séances en moins de 3 mois, c'est considéré comme un séjour. Et pour tout ce qui est maladie rénale chronique et la dialyse également, un séjour couvre une période de 4 mois, au cours de laquelle ont eu lieu donc au moins 3 séances de dialyse au sein de la même structure juridique. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vous justifiez cette notion de séjour de toute façon au regard des définitions qui ont été énoncées juste au-dessus. Et un point également à noter, c'est que les passages aux urgences qui ne donnent pas lieu à une hospitalisation ne sont pas intégrés dans les séjours à comptabiliser. Voilà. Donc si c'est juste un passage aux urgences et que derrière, il n'y a pas d'hospitalisation déclenchée, il n'y a pas lieu de prendre en compte ces séjours dans la comptabilisation des indicateurs DMP. Parfait. Un point important aussi, c'est le lien entre cette période d'observation des indicateurs et cette notion de séjour. Donc, en fonction des typologies d'indicateurs, vous allez voir, c'est un petit peu différent. Donc, pour le P1O2, qui sont les documents de sortie, donc lettre de liaison et ordre de sortie, c'est un peu le même combat que pour les comptes rendus opératoires également. Vous avez en bleu à droite, justement, les séjours qui sont dans le périmètre. Donc, les séjours qui sont dans le périmètre, c'est des séjours qui ont soit débuté, enfin, c'est les séjours qui ont été fermés pendant le mois d'observation. C'est ce qu'on peut voir. Donc là, les deux séjours, il y en a un qui a commencé et qui a terminé dans le mois d'observation. Celui-là, il est à prendre en compte. Et il y en a un autre qui a commencé avant le mois d'observation et qui s'est terminé pendant le mois d'observation. Et il est à prendre en compte. Les 3 autres que vous avez en jaune ou en blanc, comme vous pouvez le voir, donc ceux-là, ils ne sont pas à prendre en compte parce qu'effectivement, la fin du séjour est en dehors de la période d'observation. Pour P1O4, P1O5 et P1O6, donc les comptes rendus de consultation, comptes rendus de biologie médicale et comptes rendus d'imagerie, là, effectivement, c'est les examens ou les consultations qui ont eu lieu pendant le mois d'observation. Voilà. Donc, vous avez donc en bleu hein, les éléments à prendre en compte. Si l'examen ou la consultation s'est passé avant
ou après le mois d'observation, eh bien, cet examen ne sera pas à prendre en compte, de même que la consultation. Voilà. Et donc, pour ces indicateurs-là, donc P1O4, P1O5, P1O6, c'est les examens et les consultations également qui ont été réalisées dans le cadre de séjours et également d'actes de consultation externe, donc avec facturation d'un ACE. Alors, donc ça, c'est valable pour tous les indicateurs. Sur les indicateurs P1O2, P1O3, P1O4, P1O6, donc ça, c'est valable pour tous les indicateurs DMP. Il y a des cas à exclure du dénominateur. Peut-être qu'il faut, il y a une question qui vient d'arriver et je pense que c'est pertinent que tu y répondes maintenant. Si un patient s'est présenté plusieurs fois dans différents services, doit-on le comptabiliser une seule ou plusieurs fois? Je vais te repasser là-dessus. Alors, ça dépend dans quel cadre. Est-ce qu'il est venu pour des consultations, du coup, ou pour de l'hospite? Parce que du coup, ça va changer en fonction, ce n'est pas le même indicateur qui va être impacté. Pour les deux. Ah, pour les deux. Alors, pour l'hospite, en fait, c'est simple. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors qu'il y a le séjour, s'il change de service à partir du moment pour moi où effectivement c'est dans le même séjour, effectivement, c'est le même séjour qui est pris en compte. Hein, c'est juste une mutation, un changement de service. Hein, donc là, effectivement, là-dessus, c'est un seul séjour qui est pris en compte. Par contre, pour les consultations, s'il vient 4 fois, ben, effectivement, ça comptera 4 consultations, puisqu'il est venu à 4 consultations différentes. Une petite chose, si jamais vous avez un patient qui vient en hôpital de jour plusieurs fois dans le même mois et pour lequel, de fait, pour une même prise en charge, il peut être effectivement plutôt légitime de ne le compter qu'une fois. Et à ce moment-là, dans votre justification du nombre de séjours, vous allez spécifier que vous avez un patient qui revient, par exemple, vous avez un patient psy ou quelque chose comme ça qui va revenir plusieurs fois dans le même mois et pour lequel, effectivement, il n'y a pas une évolution majeure qui nécessite une aide de liaison ou un compte-rendu à chaque venue. À ce moment-là, vous allez spécifier que pour ces patients-là, vous ne comptez qu'un séjour, un patient. Voilà. Donc, ça dépend vraiment, mais à chaque fois, il faudra le spécifier, en fait. Vous allez justifier pourquoi vous comptez votre patient une fois et non pas 7 fois, parce qu'il est venu 7 fois. Voilà. Parce que c'est vrai que pour la psychiatrie, vous fonctionnez beaucoup, enfin sur les hôpitaux de jour de psychiatrie, c'est vrai que ça fonctionne plutôt en ce qu'ils appellent les entrées-venues. Donc effectivement, c'est parfois le même séjour et en définitive, il y a des entrées-venues de patients puisqu'il n'y a pas forcément un nouveau séjour qui est ouvert à chaque fois que le patient revient. Donc comme le dit Dominique, effectivement, là dans ce cas-là, ça peut être compté une fois, effectivement. Alors c'est bon du coup. Donc, les cas exclure du dénominateur, donc j'y reviens. Donc, les non-assurés sociaux en France, donc là, il n'y a pas de débat, il faut les exclure parce que de toute façon, ils n'ont pas de DMP. Vous avez également les personnes qui disposent d'un matricule INS de type NIA. Donc, comme vous le savez, sûrement, il y a, ou peut-être pas, mais il y a 2 types en fait de matricules INS, les matricules INS de type NIR et les matricules INS de type NIA. Et les matricules INS de type NIA, les patients qui ont ce type d'INS-là n'ont pas de DMP. Voilà, donc, effectivement, ils sont à exclure également. Vous avez les mineurs confiés à l'ASE, les nouveau-nés en maternité, parce qu'il se peut qu'ils n'aient pas encore effectivement leur DMP qui soit ouvert également. Et vous avez les patients qui sont décédés. Il y a un taux de pondération qui va être appliqué sur l'ensemble de la phase 1. Donc, je crois que dans les matrices, vous avez ce taux de pondération qui est appliqué sur l'ensemble des indicateurs DMP. Donc, ce taux de pondération, il prend en compte justement les assurés sociaux, par exemple, qui se sont opposés à la création automatique de leur profil Mon Espace Santé. Donc, il faut savoir que quand les profils Mon Espace Santé ont été ouverts, vous aviez 6 semaines pour vous opposer. Et si vous ne vous êtes pas opposé à l'ouverture de votre profil Mon Espace Santé, par défaut, il a été ouvert. Bon, il y a des assurés sociaux qui s'y sont opposés, donc effectivement, ils n'ont pas de profil Mon Espace Santé, donc il n'y a pas d'alimentation derrière du DMP, forcément. Il y a également les usagers qui ont choisi de fermer leur profil Mon Espace Santé, puisque ça, c'est à la main des usagers de faire le choix à tout moment, s'ils le souhaitent, de fermer leur profil. Il y a également les usagers qui se sont opposés à l'alimentation en cas de motif légitime. Donc, il faut savoir que
vous avez un devoir d'information du patient au niveau de l'alimentation de son DMP, mais il faut également savoir que le patient a le droit de s'opposer à l'alimentation de son DMP et de son profil Mon Espace Santé. Dans ce cadre-là, il doit formuler ce qu'on appelle un motif légitime. Alors, je sais que la question vient souvent, qu'est-ce qu'un motif légitime? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse. Un motif légitime, c'est laissé à l'appréciation du professionnel de santé. Voilà. Donc, si le professionnel de santé considère que le motif de non-alimentation du DMP du patient est légitime, alors à ce moment-là, effectivement, les alimentations ne sont pas réalisées. Et il y a également les assurés sociaux qui sont éligibles à Mon Espace Santé. Donc ça, c'est un cas aussi qui a été identifié et pour lesquels l'assurance maladie n'a pas été en mesure de leur signifier leur droit d'opposition. Comme je vous expliquais juste avant, vous aviez 6 semaines pour vous opposer. Encore faut-il que vous sachiez que vous aviez 6 semaines pour vous opposer. Si vous ne l'avez pas su, du coup, vous ne pouviez pas vous opposer. Et donc, par conséquent, l'assurance maladie a fait le choix pour ces patients qu'elle n'a pas pu notifier de leur droit d'opposition, par défaut, de ne pas leur ouvrir de profil Mon Espace Santé. Donc, il y en a de moins en moins parce qu'il y a un gros rattrapage qui a été fait par l'assurance maladie pour aller chercher justement ces patients où les courriers revenaient n'habitent plus à cette adresse, où les mails étaient faux, où il n'y avait pas d'adresse mail, justement pour pouvoir leur signifier leur droit d'opposition et leur ouvrir leur profil Mon Espace Santé. Alors, si je peux compléter un petit peu, Sébastien, et je parle sous le contrôle de Dominique, évidemment. En fait, donc là, il y a 2 choses. Il y a les choses que vous devrez exclure de votre nombre de séjours total en haut. Et en bas, il y a ce que vous n'avez pas à exclure. Pourquoi? Parce que ça sera exclu par le taux de pondération de 80. Exactement. Le problème, j'attire votre attention sur le fait que quand une personne dispose d'un matricule ENIA ou quand la personne s'est opposée à la création de son espace santé, ou quand l'assuré social n'a pas pu être contacté pour dire je suis d'accord ou pas d'accord, le message de retour du DMP, c'est le même. C'est le DMP n'existe pas. Or, il y a certains, du coup, messages DMP n'existe pas que vous avez à exclure du dénominateur et d'autres non. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est pour faire simple, si vous avez un taux de DMP fermé et DMP n'existe pas, qui est inférieur à 7%, vous les mettez tous dans le taux de pondération des 93%. Vous êtes dedans. Si par contre, vous avez un taux de DMP n'existe pas, par exemple de 15%, là, il y a peut-être un sujet. Peut-être que vous avez beaucoup d'usagers qui ont des matricules INS de type NIA. Et à ce moment-là, il faut s'attacher à les exclure du dénominateur. Et souvent, et je parle un peu d'expérience là-dessus, c'est compliqué d'avoir des requêtes avec les infocentres pour avoir le type d'INS. Ça veut dire que pour au moment du mois de mesure, ça vaut peut-être le coup de mettre un petit peu d'énergie et de ressources humaines à aller voir les matricules INS des patients qui sont en échec d'alimentation du DMP pour cause le DMP n'existe pas. Voilà, c'est une petite subtilité dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps et que je voulais partager avec tout le monde. Merci Manuela, effectivement, tu as raison. C'est à prendre en compte, effectivement. On peut passer à la slide suivante. Je ne sais pas ce que j'avais en slide suivante. On rentre directement du coup dans le premier indicateur, donc le P1O2. Donc le P1O2, comme disait Dominique, c'est un objectif qui est composé en définitive de 2 indicateurs qui sont solidaires. Mais attention, les 2 documents, eux, sont bien distincts puisque, comme vous le savez, parfois, il y a un rappel des traitements qui ont été prescrits à la sortie au niveau de la lettre de liaison. C'est un rappel des traitements qui ont été prescrits et ce n'est pas une ordonnance. Et nous, ce qu'on attend, c'est bien une ordonnance et pas un rappel des traitements qui ont été prescrits. Donc, effectivement, il faut bien qu'il y ait la lettre de liaison avec éventuellement au sein de la lettre de liaison cette partie qui rappelle les médicaments qui ont été prescrits à la sortie, mais également, en plus, il faut l'ordonnance de sortie en tant que telle qui a été fournie aux patients. Donc, au niveau de la lettre de liaison, la cible, elle est de 70% pour les établissements qui avaient atteint la cible dans le cadre de SUNES et elle est de 55% pour les autres. Donc, attention, point important, alors ça, c'est à noter, lettre de liaison, on l'a mis en rouge avec des petits points d'exclamation, différent de CR hospitalier.
attention, effectivement, la lettre de liaison, il y a des points et des éléments qui sont nécessaires et suffisants au niveau de la lettre de liaison pour déterminer que c'est une lettre de liaison. Et donc, il faut correctement typer également cette lettre de liaison pour qu'elle arrive au DMP en tant que lettre de liaison et pas en tant que CR hospitalier. Parce que si elle arrive au DMP en tant que CR hospitalier, eh bien, ça ne va pas être comptabilisé. Donc, faites attention au typage des documents pour vous assurer que vos documents sont bien typés en tant que lettre de liaison. Si, par exemple, vous avez un document, parce qu'il y a eu le cas, je sais, par exemple, si vous avez un document qui s'appelle CR hospitalier, mais que ce document qui s'appelle CR hospitalier, il regroupe tous les éléments de la lettre de liaison. En définitive, c'est une lettre de liaison, mais vous l'avez appelé dans votre DPI CR hospitalier. Alors effectivement, dans ce cas-là, c'est une lettre de liaison et il faut l'envoyer avec le type lettre de liaison au DMP. Voilà. Juste un petit truc, c'est qu'effectivement, vous avez certains médecins qui tiennent absolument à la dénomination compte rendu hospitalier et qui ne veulent pas entendre parler de la lettre de liaison. Mais dès lors que effectivement vous avez les éléments, vous pouvez le coder, le typer lettre de liaison, mais en lui laissant son titre. C'est très important. Je vous dis, il y a des médecins qui sont très attachés à ce qui a écrit ça. Et dans quand vous faites, comment dire, quand vous vérifiez et que vous n'atteignez pas, que vous n'atteignez pas, des fois, il faut être vigilant, comment dire, vérifier qu'il n'y a pas de scorie. Des fois, vous avez certains modèles de documents qui ont pu être oubliés dans vos paramétrages et qui restent typés CRH. Donc, vérifiez bien vos paramétrages parce que c'est dommage de rater une cible alors que vous avez fait tous les efforts qu'il faut, que vous avez bien mis à jour tous vos documents et que vos médecins se sont mis en ordre de marche pour vraiment valider en temps réel. Donc, c'est vraiment être attentif à vos paramétrages pour être sûr que tous les documents, il y en a un dans SONES qui s'était fait avoir parce qu'il y avait 2-3 médecins dont les CRH étaient restés typés CRH, justement. Ils n'avaient pas été retypés lettre de liaison. Et c'est tout l'intérêt, Dominique, si je peux rebondir sur ce que tu dis, mais je pense que Sébastien va en parler après, d'avoir un accès au SI DMP à Elastic, parce que c'est là qu'on va aller voir les scories, en fait. Parce que souvent, on a beaucoup de documents dans le DPI et c'est compliqué de tout vérifier si on n'a pas maîtrisé la gestion documentaire et c'est pas toujours facile. Mais du coup, avec le SI DMP, on va tout de suite voir les problématiques. Exact. Donc voilà pour la partie lettre de liaison. Donc au niveau du numérateur, pardon. Si on peut remonter. Excuse-moi. Donc le numérateur, c'est le nombre de séjours clôturés dans le mois, donc pour les patients disposant d'un DMP, pour lesquels une lettre de liaison référencée avec une INS qualifiée. Alors on a mis entre parenthèses également plus le fameux data matrix INS dont Manuela vous a parlé juste avant, et au format CDAR2N1. Et les dénominateurs, c'est le nombre de séjours clôturés dans le mois. Donc ça, vous reportez où il y avait la petite frise de temps avec les barres bleues, etc. Donc pour le scope justement des séjours. Et donc, entre parenthèses, là, on a mis pour les patients disposant d'un DMP avec une petite astérix et ça renvoie à la diapositive juste avant où il y avait tous les cas justement à exclure dont on a parlé juste avant. Les ordonnances de sortie, on en a parlé, attention, différent de la lettre de liaison. Les médicaments de sortie rappelés dans la lettre de liaison ne sont pas une ordonnance. La cible SONES pour les ordonnances de sortie, donc pour ceux qui avaient atteint la cible SONES, c'est aujourd'hui la cible Open 2, c'est 65%. Et pour ceux qui n'avaient pas atteint cette cible ou qui n'avaient pas participé à SONES, la cible est de 50%. Donc le numérateur, là, c'est le nombre de séjours clôturés dans le mois, pareil, donc pour les patients disposant d'un DMP et pour lesquels, donc ce coup-ci, c'est au moins une ordonnance de sortie, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, bien évidemment, référencée avec une INS qualifiée et au format CDR2N1 a été transmise au DMP. Petite différence par rapport à la lettre de liaison, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lettre de liaison, on a mis entre parenthèses plus data matrix INS. Là, pour l'ordonnance de sortie, il n'y en a pas besoin. Vous ne mettez pas le data matrix INS. Et le dénominateur, c'est le nombre de séjours clôturés dans le mois pour lesquels au moins une ordonnance de sortie a été produite. Voilà, donc point d'attention, si vous alimentez avec une PFI externe à votre DPI, il faut que vous ayez un retour dans le DPI ou alors d'obtenir les indicateurs directement via la PFI. Donc ça, vous voyez avec vos éditeurs.
Il y a des petites exceptions. Donc forcément, quand il y a des règles, il y a toujours des exceptions. Donc il y a des petites exceptions, notamment donc, au niveau de la lettre de liaison et des ordonnances de sortie. Donc là, c'est pour effectivement les deux indicateurs. Donc les deux indicateurs de P1O2. Donc pour les établissements qui ont des typologies de prise en charge spécifiques, donc visiblement a priori connues effectivement en amont de l'ARS, l'établissement devra justifier du caractère spécifique de ces activités afin de changer, en définitive, de faire valoir un dénominateur différent que le nombre de séjours et prendre au lieu du nombre de séjours le nombre de patients. Voilà. Pour les ordonnances de sortie, pareil, il y a deux petites exceptions également pour les HAD qui ne produisent pas d'ordonnance de sortie pendant la période d'observation de l'indicateur. Effectivement, elles ne sont pas concernées par cet indicateur et donc il faudra fournir une attestation sur l'honneur en cas de production d'aucune ordonnance de sortie pendant cette période d'observation. Pour les établissements dont les prises en charge des patients n'a donné lieu également à aucune prescription, parce que ça peut arriver à la fin de la phase 1 du programme, ils doivent démontrer la capacité de faire et d'expliquer le type de prise en charge de l'établissement et répondre 0 au numérateur et 0 au dénominateur. Donc, il faut bien mettre 0 dans les deux cases. Voilà. Oui, ça, c'est très important. Disons qu'on a essayé d'élargir un petit peu par rapport à SUNES. SUNES, il n'y avait que les HAD qui avaient été mis en exception. Par contre, il y a plusieurs établissements qu'on a eu effectivement en PACA et pour lesquels effectivement l'activité, style par exemple de l'hôpital de jour pour des coloscopies ou des choses comme ça, qui vont effectivement absolument pas donner lieu à une ordonnance de sortie. Eh bien, pour tous ces jours, vous aurez à faire, comme pour les HAD, une attestation sur l'honneur. Ça permet effectivement d'être au plus près des activités de tous les établissements. Voilà. On l'a, mais on l'a. On peut passer à la suite, Manuela. Merci. Donc là, on va passer à l'objectif P1O3, qui est le partage des comptes rendus opératoires. Donc là, c'est pareil, on a mis des petits attentions en rouge. Attention, le compte rendu opératoire est différent de la lettre de liaison et différent du CER hospitalier, puisque ça, je l'ai déjà vu personnellement dans les anciens établissements où j'ai travaillé. À l'intérieur du CER hospitalier, au final, il y avait l'équivalent de la lettre de liaison plus le CER opératoire qui était attaché. Donc, c'était un seul gros document avec toutes les informations à l'intérieur. Ici, le CER opératoire, c'est bien un document distinct et qui est bien distinct de l'aide de liaison et bien distinct d'un éventuel CER hospitalier. La cible, donc du coup, pour les établissements qui ont atteint la cible SUNES, c'est de 70%, et pour les nouveaux établissements ou ceux qui ne l'ont pas atteint, c'est 55%. Numérateur, donc nombre de séjours clôturés dans le mois, comprenant au moins donc un acte chirurgical, bien évidemment, puisqu'on parle de chirurgie, de compte rendu opératoire. Pour les patients disposant d'un DMP, pour lesquels au moins un compte rendu opératoire, donc référencé toujours là encore avec une INS qualifiée, et là, il faut effectivement le data matrix INS, et au format également CDR2 N1. Le dénominateur, c'est le nombre de séjours clôturés dans le mois, en définitive comprenant au moins un acte chirurgical, et toujours pour les patients disposant d'un DMP, je vous renvoie à la slide qu'on a fait avec tous les patients à exclure. Le P1O4, donc celui-là, il est nouveau par rapport effectivement à SUNES. Donc dans SUNES, vous n'aviez pas les comptes rendus de consultation. Là, avec Open2, il y a effectivement un objectif lié au compte rendu de consultation. Donc attention, c'est les consultations dans le mois avec facturation d'un ACE, donc acte et consultation externe. Donc là, effectivement, il n'y a pas de cible d'atteinte au niveau de SUNES puisque ça n'existait pas dans SUNES. Donc là, pour tous les ES, la cible est de 50%, donc 1 sur 2. Donc les CER de consultation, le numérateur, c'est le nombre de consultations dans le mois pour les patients disposant d'un DMP et pour lesquels un compte rendu de consultation, donc référencé avec une INS qualifiée, donc avec le data matrix également. Là, le format qui est attendu, c'est du CDR2N1 également, a été transmis au DMP. Et le dénominateur, c'est le nombre de consultations dans le mois. Voilà. Donc ça, faites attention parce que c'est un nouvel indicateur qui est en définitive un peu lié aussi à l'évolution de l'arrêté qui liste l'ensemble des documents qui doivent être envoyés au DMP.
Donc, il y a une éligibilité de l'envoi du compte-rendu de consultation, si je ne dis pas de bêtises, à fin décembre 2025. Et donc, effectivement, ça anticipe un petit peu cette obligation réglementaire d'alimentation des comptes-rendus de consultation DMP. Ça, et pour compléter ce que tu dis, Sébastien, parce que c'est aussi intéressant pour les établissements qui ont la certification, dans la nouvelle certification, la 6e itération, donc la version 2025, il y a un critère qui parle de l'alimentation du DMP avec les comptes rendus de consultation. Et ça, c'est tout nouveau aussi dans le manuel de certification. Peut passer à la suivante. Donc la suivante, pareil, hein, c'est un indicateur qui existait également, donc celui-là pour le coup dans SONES. Donc c'est le partage des comptes rendus de biologie. Donc la cible pour les établissements qui avaient atteint leur cible au niveau de SONES est de 65%, et pour tous les autres ES, donc ceux qui n'ont pas atteint la cible et ceux qui n'avaient pas participé à SONES, c'est de 50%. Donc c'est les CR de biologie, le numérateur, c'est le nombre de comptes rendus de biologie médicale produit par l'établissement dans le mois pour les patients disposant d'un DMP, donc toujours là aussi référencé avec une INS qualifiée avec le data matrix INS. Et attention, petite subtilité ici, c'est au format CDR2 N3 ou CDR2 N1 qui ont été transmis au DMP. On le verra juste après, j'ai fait une slide qui parle justement de ce point-là, parce qu'effectivement, pour les comptes rendus de biologie, il y a une petite subtilité avec ce format N3 ou N1. Le dénominateur, c'est le nombre de comptes rendus de biologie médicale produits par l'établissement dans le mois. Alors attention, qui ne font pas l'objet d'une décision de non-transmission. Voilà. Donc ça, c'est un point important à noter, puisque vous pouvez décider de ne pas transmettre certains comptes rendus de biologie. On a une question sur les comptes rendus de consultation. Existe-t-il un délai d'envoi du compte rendu de consultation attendu? Comment, enfin, il y a même deux questions du coup. Comment comptabiliser dans l'indicateur une consultation qui a eu lieu en février avec un compte rendu de consultation envoyé en mars? Alors, j'ai envie de dire, normalement, ça doit être envoyé dans le même mois. On comptabilise sur le mois. Alors après, on a toujours une petite semaine de décalage parce que partant du principe que si votre consultation s'est passée en fin de mois, l'envoi peut déraper sur le mois suivant. C'est vrai que quand on sera en fonctionnement nominal, ça va être transparent pour vous parce que de toute façon, ça va se lisser d'un mois sur l'autre. Il est certain que dans les débuts de vos envois, le premier mois, c'est sûr que ça va pas être bon parce que vous aurez, admettons, 10 consultations et que vous aurez, par exemple, 4 envois et que vous en aurez 15 sur le mois d'après. Donc, il est certain qu'il vaut mieux, dans ce cas-là, pour votre mois d'observation, essayer de prendre un mois au milieu qui permet d'être déjà dans un mode un peu nominal où ça va se lisser, sachant que l'idée, c'est qu'on lisse sur une semaine, quoi, j'ai envie de dire. Mais si vous mettez un mois à envoyer le compte-rendu d'une consultation, effectivement, de manière nominale, ça va finir par se lisser aussi. Mais ça va être plus complexe à atteindre d'un mois sur l'autre. Voilà. Pour avoir, on n'a pas de délai d'envoi du CRC, mais en fait, de manière logique, le principe, c'est une consulte, c'est quand même un événement très ponctuel, et l'idée, c'est que si on a besoin du résultat de cette consulte pour aller trouver un autre professionnel de santé, il est certain qu'il vaut mieux qu'on ait le compte rendu rapidement pour pouvoir le fournir au second professionnel de santé. S'il arrive après la deuxième consultation, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, il faut vraiment que ça soit très proche l'un de l'autre. Voilà pour la partie biologie. Donc là, tu es passé sur l'imagerie. Ouais, donc parfait. Donc pour l'imagerie, on est un petit peu dans la même logique que pour la biologie. C'est le nombre de comptes rendus d'imagerie produits par l'établissement dans le mois, donc pour les patients disposant d'un DMP. Là aussi référencé avec une INS qualifiée plus la data matrix. Attention, là par contre, le format attendu pour l'imagerie, c'est seulement du CDR2 N1. Et le dénominateur, c'est le nombre de comptes rendus d'imagerie produits par l'établissement dans le mois. Et c'est un petit peu le même combat que pour la biologie, c'est qu'ils ne font pas l'objet donc d'une décision de non-transmission.
Donc la cible pour les établissements qui avaient atteint cette cible-là sous SUNES, c'est de 60%. Et pour ceux qui ne l'avaient pas atteinte ou ceux qui n'ont pas participé, c'est de 45%. Là, je vous ai mis des petits rappels parce qu'effectivement, on parle d'alimentation du DMP, c'est bien joli, mais pour alimenter le DMP, encore faut-il factuellement, on va dire, l'alimenter. Et donc là, c'est un petit rappel notamment sur les certificats, puisque comme vous le savez, pour alimenter le DMP, il vous faut des certificats donc, de personnes morales, des certificats logiciels. Donc pour alimenter le DMP, vous avez besoin de 2 certificats, un certificat qu'on appelle OrgSign et un certificat qu'on appelle OrgAuthCli, donc OrgSign, un certificat de signature, OrgAuthCli, c'est le certificat d'authentification. Et ces 2 certificats sont nécessaires pour pouvoir alimenter le DMP. C'est-à-dire que si il y en a un des 2 qui arrive à échéance, eh bien l'alimentation du DMP sera KO. Il faut absolument que les 2 certificats soient valables. Et bien évidemment, qui dit alimentation du DMP dit en préambule, c'est la qualification de l'INS. Et donc effectivement, pour cela, il faut appeler le téléservice INSI. Et donc si vous appelez le téléservice INSI par certificat serveur, c'est pareil, hein, vous avez un certificat OrgAuthCli pour l'appel au téléservice INSI. Donc faites attention aussi à la validité de ce certificat-là également. Mais si vous appelez par carte, vous n'avez pas besoin du certificat INSI. Exactement, voilà. C'est par carte CPS. Hein. Exactement, c'est uniquement, donc ce certificat, il est valable uniquement si vous avez fait le choix d'appeler par certificat serveur. On peut passer à la suivante. Donc là, justement, c'est ce que je vous disais, c'est un petit rappel. Hein, donc ça, c'est important, puisque les certificats, probablement, là, si vous avez candidaté, vous devez les avoir. Par contre, il faut savoir que ces certificats, ils ont une durée de validité, donc ils sont valables 3 ans. Au bout de 3 ans, hein, ils sont périmés et donc vous ne pouvez plus les utiliser. Et donc, il faut anticiper cette péremption en fait des certificats en les renouvelant. Et donc, il y a une notification qui est envoyée à peu près 1 mois et également 15 jours avant l'expiration d'un certificat. Cette notification, elle est envoyée donc aux adresses mail, ce qu'on appelle des administrateurs techniques qui ont été renseignés sur la plateforme de l'IGC Santé. Par contre, effectivement, ça c'est un point qui arrive souvent, c'est qu'il peut y avoir du turnover dans les établissements. L'administrateur technique, admettons, il s'en va. Il y en a une nouvelle personne qui est à l'informatique qui arrive, mais la déclaration n'a pas été faite au niveau de l'ANS du changement d'administrateur technique. Et donc, si le cas se présente, forcément, vous allez être embêté parce que vous n'allez pas pouvoir renouveler rapidement le certificat. Donc, afin d'éviter ce genre de déconvenus et surtout la notification elle va être envoyée au mail de l'administrateur technique, nous on vous conseille plutôt de déclarer au niveau de la plateforme de l'IGC Santé une adresse mail générique pour anticiper justement ce turnover des administrateurs, de telle manière que si l'administrateur s'en va et que si vous aviez déclaré son adresse mail à lui, l'IGC Santé va vous notifier que le certificat arrive à échéance, mais il va le notifier à l'admin technique qui est parti. Et donc, vous n'aurez pas l'information. Donc, plutôt que mettre l'adresse mail, on va dire, personnelle de l'admin technique, mettez une adresse générique. Par sécurité, on vous recommande également d'implémenter une alerte du côté notamment des admins techniques pour penser à ces renouvellements, parce que ces renouvellements, effectivement, c'est tous les 3 ans, hein, on met ça un peu de côté, mais effectivement, il faut quand même y penser. Et parfois, il y a certains établissements qui gèrent de très nombreux certificats. Et donc, vous pouvez mettre en place une veille mensuelle, hein, quelqu'un qui regarde mensuellement, voir les certificats qui arrivent à échéance dans le mois. Et ça permet d'anticiper justement cette date de fin des certificats. En cas de changement d'administration… Ouais, vas-y Manuela. Rajouter un truc, parce que ce n'est pas anodin, c'est que l'administrateur technique, il doit avoir à minima une carte CPE. On ne peut pas prendre le gars de l'informatique qui n'a pas de carte. Il faut avoir une carte pour être administrateur technique, CPE ou CPS, mais il faut une carte. Et souvent, c'est une difficulté de trouver quelqu'un avec une carte, quoi. Exactement. Et donc, effectivement, en cas de changement d'administrateur technique, donc ce qu'on a noté, un départ arrivé, pensez bien, du coup, à en faire la déclaration à l'ANS. Alors, vous pouvez le faire en ligne, soit via le portail Mes Habilitations, soit via le formulaire 503. Donc, on vous a mis tous les liens. Mais pensez bien à faire cette déclaration à l'ANS, ça vous évitera une déconvenue, surtout que, comme dit Manuela, il faut une carte.
Donc, ça vous permettra aussi d'anticiper la commande de cette carte. Donc, ça vous fait gagner du temps plutôt qu'arriver à l'échéance du certificat et vous dire, bah mince, on a changé d'administrateur technique, il n'a pas de carte, il faut qu'on recommande une carte, il faut qu'on renomme l'administrateur technique. Enfin, voilà, vous allez perdre un temps infini. Et si ça arrive dans votre mois où vous faites vos observations, pas de chance. Voilà. Donc, pensez bien surtout à renouveler les certificats avant leur date d'expiration sous peine voilà, de rupture d'alimentation du DMP. Hein. Là, c'est un petit focus donc, sur le format. On en a parlé hein, quand on est passé sur les différents indicateurs et différents objectifs. Parfois, on a parlé de format CDR2N1, CDR2N3. Donc, il faut savoir que quand vous envoyez des documents au DMP, ces documents ils doivent être envoyés avec un format spécifique. Donc, par exemple, vous, sur votre ordinateur, vous avez des fichiers PDF, doc, TXT, voilà. Là, le DMP, lui, il attend des fichiers dans un format bien particulier. Donc, c'est format CDR2N1 ou CDR2N3. Tout ce qui est donc l'aide de liaison à la sortie d'un établissement, les ordonnances de sortie, CR opératoire, les comptes rendus de consultation de visite, les CR d'imagerie, ce qui est attendu, c'est du format CDR2N1. Pour les CR d'examen de biologie, ce qui est attendu, c'est du format CDR2N3. Alors, il y a une petite spécificité, c'est que les CR d'examen de biologie doivent être transmis au DMP avec le double format, c'est-à-dire quand vous les envoyez en CDR2N3, vous devez également les envoyer en CDR2N1. Pourquoi ? Parce que dans le format CDR2N1, il y a ce qu'on appelle le PDF qui est encapsulé ou intégré, et c'est plus facile à la lecture pour un patient de lire un compte-rendu PDF que lire des données structurées dans des cases qu'il ne va pas forcément comprendre. C'est préférable qu'il ait justement ce PDF. Donc, quand vous envoyez du N3, il est demandé également d'envoyer du N1. Dans le cadre de Open2, le format CDR2N3, c'est un format dit structuré, donc c'est un format qui est plus compliqué à produire par les éditeurs. Donc, effectivement, on sait qu'il y a des éditeurs qui ont du retard sur la production de ce format et donc il y a une tolérance pour cette première phase du programme Open2. L'envoi de CR d'examen biologique peut être fait au seul format CDR2N1 si vous n'êtes pas en capacité ou en difficulté pour produire du format CDR2N3. Attention, hein, l'objectif final attendu, hein, c'est bien de produire du format CDR2N3, puisque, en fait, à quoi sert ce format CDR2N3? C'est qui permet d'intégrer plus facilement les différentes données biologiques dans les logiciels de biologie. Voilà. Alors, comment on passe? Alors, là, je vois la question qui était posée. Comment on passe un document PDF classique à un document CDR2N1 ou CDR2N3? On doit le faire manuellement? Réponse, non. C'est votre logiciel métier qui doit le faire. C'est-à-dire que votre logiciel métier, quand vous validez le document, quand c'est un compte-rendu de biologie, il sait qu'il doit le véhiculer au DMP, au format CDR2N3 et au format CDR2N1. Si c'est un CR opératoire, il doit le véhiculer au format CDR2N1. Pour vous, c'est transparent. Pourquoi je vous le mets en visibilité? Parce que parfois, il se peut qu'il y ait des erreurs au niveau des formats de ces documents. Et donc, s'il y a des erreurs, vous allez être embêté derrière. Voilà. Mais vous, manuellement, il n'y a rien à faire. Hein. C'est la machine qui s'en occupe, c'est votre éditeur. Point important, ça c'est très important, tout ce qui est résultat, alors je vais le prononcer, c'est dur à dire, d'anatomocytopathologie et les résultats de génétique qui sont exclus des CR d'examen qui sont pris en considération. Donc ceux-là, effectivement, vous ne les envoyez pas. Voilà, tout ce qui est résultat d'anapathe et résultats de génétique. De génétique constitutionnelle, hein, de génétique humaine. Voilà pour ces. Donc ceux-là, effectivement, ils ne sont pas envoyés. Hein. Ils sont carrément à ne pas envoyer. Là, on va venir également sur le sujet, donc on en a parlé brièvement tout à l'heure, Dominique également en a parlé, c'est sur les fameux codes qui sont associés aux documents. Donc on a parlé justement, on a dit voilà, si vous envoyez une lettre de liaison mais que vous mettez le mauvais type, et ben du coup, au niveau du DMP, ça ne va pas être comptabilisé en tant que lettre de liaison. Donc ça, pareil, il faut être très vigilant. Les documents au niveau du DMP, ils sont classés, en fait, ils sont triés, ce qu'on appelle avec des classes codes et des types codes. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement de classer le bon document dans la bonne intercalaire en définitive pour pas qu'il y ait dans le DMP des documents qui sont un peu n'importe comment. Voilà, l'idée c'est que ces documents ils soient triés. Et pour les trier, il faut les typer. Et donc pour qu'ils soient correctement typés, ils sont associés à des codes. C'est ce que vous voyez ici, les codes LOINC, des types codes. Et donc chaque type de document a un type code. Donc la lettre de liaison, par exemple, son type code c'est 11 490-0. CR opératoire, c'est un autre. CR aux fiches de consultation de visite, etc., c'est un autre.
Ça, en principe, c'est votre éditeur qui le paramètre dans le logiciel. C'est-à-dire, vous allez déclarer que ce type de document-là, par exemple, c'est un CR opératoire et automatiquement, normalement, il doit bien associer le bon type code. Mais, il se peut qu'il y ait des erreurs. Donc ça, pareil, il faut faire très attention parce que si vous véhiculez au DMP des documents qui, vous, dans votre DPI, par exemple, s'appellent lettres de liaison, mais vous les avez typés, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, en compte rendu de je ne sais quoi, eh ben, ça ne sera pas comptabilisé en tant que lettre de liaison au niveau du DMP. Donc, il faut être très vigilant à ça. Soyez très vigilant sur ces fameux types codes. Voilà. Et on l'a reprécisé, hein. C'est reprécisé en dessous, mais l'ordonnance de sortie est bien distinguée de la lettre de liaison, hein. Je le reprécise parce que ça, effectivement, c'est pas toujours évident. On vous a remis également en visibilité donc l'arrêté du 26 avril 2022, qui a été modifié d'ailleurs par l'arrêté du 23 mai 2024, qui liste les différents types de documents avec les obligations de versement au DMP ou d'envoi par messagerie citoyenne professionnelle et messagerie, par messagerie professionnelle et ou messagerie citoyenne. Donc la messagerie citoyenne, c'est la messagerie de mon espace santé, hein. Donc c'est des envois qui sont faits aux patients directement. Et vous avez sur la droite toutes les dates d'entrée en vigueur de ces différentes obligations. Et comme vous l'avez vu, hein, il y a les, je ne sais pas si on l'a, mais c'est les comptes rendus, voilà, donc tout en bas, vous avez lettres et courriers adressés à un professionnel de santé. Et donc, vous avez vu, il y a écrit 31 décembre 2025. Donc, effectivement, l'éligibilité, c'est fin d'année. Donc, ça fait sens que, en définitive, ça soit présent au niveau du programme Open 2. En participant au programme, en définitive, vous prenez de l'avance sur l'éligibilité au niveau légal. Je vais vous donner quelques petites astuces. Manuela en a parlé, hein, mais c'est l'utilisation de la plateforme SIDMP. Pensez à utiliser cette plateforme. Donc, sur SIDMP, vous allez avoir des statistiques d'alimentation du DMP. Ça vous permet de suivre en fait l'alimentation DMP reçue depuis votre établissement. Voilà, donc, on vous encourage vivement à utiliser SIDMP. Ça vous permet notamment de repérer, si vous pensez envoyer des lettres de liaison et que vous envoyez des comptes rendus hospitaliers, ben, c'est au niveau de SIDMP que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Vous allez dire, ben, mince, je pensais avoir envoyé, je dis une bêtise, hein, 200 lettres de liaison et je vois qu'il y a écrit 200 CR hospitaliers. Ben, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau du paramétrage du code. C'est qu'il est typé en tant que compte rendu hospitalier et pas en tant que lettre de liaison. Attention, ça on l'a rajouté également, mais les chiffres présents dans SI Pilotage DMP, ils ne sont pas à utiliser pour le rendu des indicateurs, hein. C'est vous, hein, qui calculez vos propres indicateurs et vous fournissez ces chiffres-là, hein. Vous ne fournissez pas les chiffres d'SI DMP. Alors, Sébastien, je vais te juste pour l'histoire du paramétrage. Pour ceux dont la PFI serait l'IFON, effectivement, le codage, si je puis dire, le typage du document, il est fait par lecture de la première accroche du document. Donc, c'est vrai que vérifier auprès de l'IFON et autres, voilà, que quand il lit CRH, il va bien dire que c'est une lettre de liaison. Il va faire, lui, une table de transcodage. Quand vous avez la main sur le paramétrage de vos documents, c'est une chose. Par contre, si vous utilisez une PFI qui va le typer par lecture de vos titres de documents, bien vérifier que ils ont bien fait un transcodage et que ça transforme bien un CRH en lettre de liaison. Deuxième petite astuce, donc pensez aussi à utiliser, si vous avez les suivis quotidiens des échecs d'alimentation DMP via les statistiques, par exemple, qui sont fournies par vos éditeurs, hein, donc ça soit le DPI, le SGL, la PFI, l'EAI, etc. Hein, pensez à suivre ces indicateurs, ça vous permet de repérer, par exemple, précocement une rupture d'alimentation, notamment si c'est dans votre mois d'observation, ben, justement, c'est embêtant. Donc, je fais le lien également avec le sujet des certificats dont on a parlé juste avant. Donc, par exemple, un certificat qui arrive à échéance dans le mois, ben, ça vous permet de le repérer tout de suite et d'y remédier le plus rapidement possible. On peut passer à la suivante. Là, on vous a juste remis en visibilité la procédure pour demander l'accès à SIDMP. Il se peut que vous n'ayez pas forcément accès à SIDMP. Donc, vous pouvez, si votre établissement n'a pas encore accès, demander vos accès avec la procédure qui est jointe à ce niveau-là. Voilà. Donc, on vous la mettra dans le support, hein, vous l'aurez à disposition. Dernière petite astuce, parce que ça aussi, ça a été remonté de nombreuses fois dans les échecs d'alimentation du DMP, notamment
sur les lettres de liaison, etc. Parfois, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout simplement, la lettre de liaison n'était pas forcément présente. Elle a été donnée, par exemple, format papier au patient, mais elle n'est pas présente dans le logiciel métier. Ou alors, elle est présente, mais elle n'a pas été validée électroniquement. Et donc, ce qui déclenche l'envoi au DMP, très souvent dans vos logiciels métiers, c'est la validation du document. Donc, si le document n'a pas été validé, derrière, il n'y a pas d'envoi au niveau du DMP. Et s'il n'y a pas d'envoi, ça ne sera pas comptabilisé dans vos indicateurs, bien évidemment. Donc, pensez bien, si vous le pouvez, à sensibiliser les professionnels de santé et leur rappeler la nécessité de produire voilà, au moins la lettre de liaison pour chaque hospitalisation et s'il y a une chirurgie, un compte-rendu opératoire. Si vous pouvez également produire des requêtes, donc voir avec vos éditeurs, si vous êtes à l'aise avec ça, avec vos services informatiques, s'il est à l'aise avec ça, pour produire des requêtes pour identifier, par exemple, les séjours d'hospitalisation qui sont fermés et pour lesquels ces documents ne sont pas présents. Donc, par exemple, vous avez un séjour d'hospitalisation fermé et vous n'avez pas de lettre de liaison. Ou alors, vous avez un séjour de chirurgie qui est fermé et vous n'avez ni lettre de liaison, ni CR opératoire. Donc ça, n'hésitez pas à faire des requêtes éventuellement pour identifier ces séjours-là. Et vous pouvez également relancer hebdomadairement les professionnels de santé par les séjours identifiés pour qu'ils puissent produire les documents manquants. Et c'est un petit peu pareil pour la validation des documents. C'est de la sensibilisation également, sensibiliser les professionnels de santé en leur rappelant la nécessité absolue de valider les documents, parce que s'ils ne sont pas validés, ils ne partiront pas au DMP. Vous pouvez également produire des requêtes, c'est un petit peu pareil comme la partie vérification, vous produisez des requêtes, la requête va regarder par exemple s'il y a une lettre de liaison sur le séjour et va regarder si cette lettre de liaison est validée ou non, et si elle n'est pas validée et que le séjour est fermé, effectivement, il faut à ce moment-là essayer de relancer le professionnel de santé pour qu'il puisse valider cette lettre de liaison. Une petite remarque par rapport à une lettre de liaison qui aura été imprimée et donnée en main propre. Il faut être très très vigilant sur le fait que d'un point de vue médico-légal, vous pouvez pas avoir 36 versions d'un document qui circule. Dès lors que vous l'avez donnée en main propre au patient, elle doit absolument être validée dans le dossier parce que il n'est pas question d'aller remodifier un document parce que tant qu'il n'a pas été validé, il peut être modifié. Mais si vous avez une version circulante, c'est juste pas possible parce que vous pensez bien que un document que vous avez donné sur lequel, par exemple, c'est appuyer le médecin traitant pour faire un diagnostic, pour mettre en route un traitement, et que ensuite on va avoir un document complété avec pourquoi pas des notions qui pourraient invalider ou minimiser ce qui a été donné en main propre. Ça peut être mauvais pour la prise en charge, très embêtant. Et ça, c'est pas OK. Il faut vraiment penser, dès lors que vous l'imprimez, que vous le donnez au patient, il faut que ce document soit validé. Voilà. Voilà sur la partie DMP, ce que j'avais à vous dire. On va peut-être passer la main à Célia. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu qu'il y avait une question sur Elastic, que le délai est long. Oui, ça, malheureusement. On va pas vous contredire. C'est ça, sur les mots de passe, c'est le 15 du mois, souvent, ils font leur mise à jour, mais voilà. Pour les établissements qui auraient loupé la première fenêtre du programme, pourriez-vous m'indiquer la seconde fenêtre de candidature? Alors, en tout état de cause, la phase 2 d'Open 2 ne reprendra pas les mêmes objectifs qu'aujourd'hui. Et à ce jour, on n'a pas de date pour la phase 2 d'Open 2, mais elle n'a pas vocation à prolonger cette phase 1. C'est-à-dire que cette phase 1 était déjà un prolongement de SON-ES dans beaucoup pour effectivement pérenniser les usages, mais Open 2 n'a pas vocation à faire foncièrement un SON-ES bis. Donc même la deuxième fenêtre de candidature ne devrait pas reprendre les mêmes éléments. Je prends la suite. Allez. On va parler de la MSS, du coup, avec les derniers objectifs. Alors, il nous reste 15 minutes. Peut-être que... Alors, je vais faire court et l'idée, c'est de laisser le temps aux questions. Alors, sur la première partie, voilà, sur le P1 au 7, donc cet objectif-là, il porte sur les échanges entre professionnels.
Donc, c'est effectivement l'échange des documents de santé aux correspondants de santé via MSS professionnel. Donc là, l'indicateur, c'est le taux de patients pour lesquels au moins un document de santé a été transmis à un correspondant de santé via MS Santé professionnelle. Pour rappel, sur les types de documents, on peut avoir la lettre de liaison de sortie, les ordonnances de sortie, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus des examens de biologie médicale, les comptes rendus des examens d'imagerie, etc. Sur le suivi des indicateurs, en numérateur, on a le nombre de patients uniques pour lesquels au moins un document de santé au format CDA a été transmis à un correspondant de santé via MS Santé professionnelle. Le dénominateur, c'est le nombre de patients uniques pris en charge dans le mois, hors passage, consultation aux urgences. Ah, Manuela, oui, voilà. Aux urgences, quel que soit le statut de l'identité. Donc, sur ce dénominateur, si par exemple on prend un cas d'usage qui serait l'envoi de la lettre de liaison de sortie, le dénominateur pourrait être le nombre de patients sortis dans le mois. On a eu la question et donc je préfère le dire là en webinaire pour que ça serve à tout le monde. Le point d'attention sur cet objectif, c'est tout de même que sur vos boîtes aux lettres, il faut que vos boîtes aux lettres, dans le paramétrage de vos boîtes aux lettres, que vous soyez rattachés à l'établissement par votre finesse géographique ou éventuellement juridique seulement pour les établissements publics. Donc attention à ça pour le paramétrage. Si vous avez un doute sur le paramétrage parce que vous n'arrivez pas à y accéder, tournez-vous vers votre opérateur pour qu'il vérifie bien cette partie-là. Ça peut engendrer effectivement des erreurs en termes de remontée des usages de vos boîtes aux lettres. Évidemment, l'indicateur sera pondéré par le taux départemental d'équipement MS Santé des médecins libéraux pour ne désavantager personne. Alors, on a fait le tour. Là, évidemment, la cible Sun ES, c'était 70%. Pardon, la cible pour ceux qui avaient candidaté à Sun ES, c'est 70%. Et pour les autres, c'est 50% pour le P1 au 7. Après, on a la partie... alors, on peut changer de slide. Par contre, on va passer peut-être à la slide... C'est pas celle-ci, Manuela. La P1 au 8 directement. Donc, la P1 au 8, c'est la messagerie... Enfin, c'est les échanges sur la messagerie citoyenne. Donc là, sur cet objectif, l'indicateur, c'est le taux de patients d'un parcours éligible qui ont reçu un message via la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Donc le numérateur, c'est le nombre de patients éligibles pour lesquels au moins un message a été envoyé aux patients par MSS citoyenne. Et le dénominateur, c'est le nombre total de patients éligibles. Alors, qu'est-ce que c'est du coup un parcours éligible? Un parcours éligible, c'est un parcours de prise en charge pour lequel il est pertinent de communiquer des informations, documents aux patients. Ce parcours, il est défini par l'établissement et doit inclure un nombre significatif de patients au regard du nombre total de patients. Et il doit être validé par la CME ou la direction de l'établissement. D'ailleurs, je vous rappelle... On a perdu ça. Vous m'entendez à nouveau? Oui, ça y est, c'est bon, tu es revenu. Oh, ok, c'est bon. Donc, en gros, pour le numérateur, alors je ne sais plus, oui, non, j'étais en train de dire que dans les justificatifs qu'il faudra fournir dans le cadre d'Open2, il faudra fournir la liste des types de documents qui a été validé par la CME ou autre instance équivalente et qui fait l'objet d'envoi par la MSS professionnelle. Hein. Ça, c'était pour le P1 au 7, j'ai oublié de préciser. Donc, pour le parcours éligible, on a vu l'indicateur peut être atteint en mettant en œuvre plusieurs parcours. Voilà, il faut au moins qu'il y en ait un. Mais vous pouvez effectivement le faire à travers plusieurs parcours.
Alors, on passe à la slide parcours éligible. Juste pour vous dire que si vous avez des questions sur des cas d'usage d'un parcours éligible, vous pouvez en amont des cibles envoyer votre cas à l'ARS PACA. Donc, soit Dominique Ordelalé que vous avez là dans les présents et donc via l'adresse email qui s'affiche là, ou Stéphanie Bocchetti. Donc ça, effectivement, ça pourra peut-être vous orienter si besoin. Après, je vais passer toute la partie messagerie citoyenne parce que je pense que maintenant, la messagerie citoyenne, c'est acquis, on sait ce que c'est. C'est effectivement les échanges avec les patients qui, eux, ont une adresse MS Santé sur, enfin, du moins à disposition sur leur compte Mon Espace Santé. Pour rappel, la MSS citoyenne, elle est composée du matricule INS @patient.mssanté.fr. Donc, comment on retrouve l'INS du patient? Bon, brièvement, le professionnel de santé, il pourra le retrouver soit à travers le dossier patient de son logiciel métier, ou alors faire appel au téléphone. Elle n'est pas bonne, si tu peux remonter, peut-être Manuela. Ouais, il y a une autre slide. Ouais, voilà. Là. Soit au travers, effectivement, d'un appel au téléservice INSI, si son logiciel le permet. Je pense qu'il y a pas mal de questions justement sur les parcours. Et deux fois la même question, de deux établissements différents. Lettre de liaison dans la messagerie citoyenne ou courrier de consultation envoyé par MS Santé, est-ce que ça peut constituer un parcours éligible? Alors, je suis désolée, je réactive mon micro. La lettre de liaison, par essence, c'est une obligation. Donc, ce n'est pas un parcours éligible en tant que tel, puisque c'est déjà une obligation. L'idée, c'est de trouver un parcours qualitatif. Alors, j'avais déjà donné un exemple une fois. Ça peut être, par exemple, le suivi des transfusions. Quand vous avez un patient transfusé, vous avez un suivi obligatoire à 1 mois et 3 mois, il me semble, des sérologies. Et ça peut être un suivi, ça c'est un parcours qualitatif, effectivement, qui vient effectivement se superposer aux envois obligatoires que vous a montré tout à l'heure Sébastien. Effectivement, tous les documents qui sont obligatoires depuis 2022 sont obligatoires tant en direction du DMP que de la MSS citoyenne. Donc, en soi, ça n'est pas un parcours éligible dans la mesure où il est déjà obligatoire. L'idée du parcours, ce qu'on appelle parcours éligible, c'est quelque chose qui ait un intérêt pour le patient et qui va pas forcément. Voilà, l'idée c'est pourquoi pas par rapport à la certification des établissements, quels sont les parcours pour lesquels il y a des trous dans la raquette au niveau sécurité. Comment vous échangez des données qui, à ce jour, ne sont pas sécurisées et comment pourrait-on les sécuriser en passant effectivement via MSS? Ça peut être ça, un parcours éligible. Alors, pour échanger avec le patient, il faut une INS qualifiée. Alors, il me semble… oui. En amont du séjour, ça dépend, parce que votre patient peut avoir une identité qualifiée en amont du séjour s'il a déjà été, s'il est déjà connu, en fait. Voilà, vous avez répondu vous-même. Effectivement, vers un professionnel, on va pouvoir effectivement utiliser, même s'il est vers un professionnel, on va pouvoir ne pas utiliser l'INS qualifié parce que ça va dépendre de son. Il faut qu'il puisse joindre le patient malgré tout.
Pour autant, l'identité qualifiée, on a les mêmes problèmes de toute façon que pour le DMP. Hein. Je veux dire, ça change pas. Mais simplement, quand vous avez de toute façon, l'histoire de l'identité qualifiée, elle est vraie pour tous, y compris quand vous envoyez votre lettre de liaison. Hein. Donc, ça change rien par rapport à… Ouais, mais alors… moi, j'aime pas dire ça parce que ça me plaît pas, mais il y a toujours cette dérogation hein, d'usage de la MSS citoyenne sans INS qualifié en tapant à la main matricule qui correspond dans la plupart des cas au numéro de sécu. J'aime pas du tout hein, en tant qu'identito-vigilant recommander ces usages-là, hein, c'est sûr. Parce que, 1, c'est compliqué, 2, c'est à risque d'erreur, 3, on n'a pas vu la pièce d'identité, donc si le téléservice a renvoyé l'identité de quelqu'un d'autre, qui arrive rarement, mais qui arrive, on peut s'adresser aux mauvais patients. Mais c'est sûr que les cas d'usage post-venus sont plus faciles à mettre en œuvre que les cas d'usage antévenus, je pense. Hein. Par exemple, on m'a posé la question, effectivement, en antévenu, en prévision, vous avez effectivement, soit pour les préadmissions, demandés, vous avez les cas d'usage pour les préadmissions, mais vous avez de type PROMS, de l'état de santé, échange de données via MSS. Est-ce que l'envoi d'un questionnaire de type PROMS pour évaluer l'amélioration de l'état de santé post-CE. Oui. Oui. Alors, tout dépend effectivement quel va être le vecteur d'envoi, parce que d'après, je pense que Manuela pourra vous dire, si jamais votre vecteur d'envoi est une boîte organisationnelle de type no reply, on est mal parti, parce qu'effectivement, elle va pas pouvoir engager le dialogue. Normalement, votre patient, il ne peut vous répondre. Il ne peut que vous répondre, il ne peut pas initier le dialogue. Mais si vous lui envoyez depuis une boîte no reply, malheureusement, ça ne marche pas bien. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Si vous attendez une réponse, il faut vraiment le faire depuis une boîte qui n'est pas de type no reply. Hein, je passe sous ton contrôle parce que c'est toi qui es à la manœuvre d'établissement. Et voilà. Oui, tout à fait. Après, tout dépend des parcours que vous prenez parce que souvent, ça dépend des DPI, hein, mais souvent les balles qui envoient des messages des MSS citoyennes aux patients à partir du DPI en automatique, ce sont des boîtes aux lettres applicatives et forcément, ce sont des no-reply. Et si on veut envoyer un questionnaire de type PROMS, l'intérêt c'est que le patient réponde, donc qu'il puisse répondre à l'établissement. Mais rien n'empêche, si c'est jouable en termes de volume de travail, tout ça, de dire, bon, moi, j'ai ce parcours, la prise en charge ou la réhabilitation accélérée après chirurgie, je ne sais pas, moi, un parcours particulier ou l'opération de la cataracte ou quelque chose, c'est la secrétaire qui, d'une boîte aux lettres organisationnelle, pourra envoyer le document, le questionnaire PROMS au patient et à ce moment-là, le patient pourra répondre à cette boîte aux lettres organisationnelle et ça pourra être exploité. Oui, on parle les envois de documents de sortie, on est bien d'accord, hein, Madame Bosc. Ce que je veux dire, c'est que certains sont déjà obligatoires. Donc en fait, quand on parle de parcours éligible, c'était vraiment essayer de trouver un parcours qualitatif en plus du parcours obligatoire, enfin des envois obligatoires. C'était vraiment essayer de trouver un sens aux envois et non pas envoyer pour remplir des MSS parce qu'on vous le demande, quoi. Le but, c'est quand même de trouver un sens à tout ça et de ne pas le faire juste parce qu'on vous le demande pour avoir un taux. Voilà, c'est vraiment très important, c'est de trouver un sens et donc un usage particulièrement intéressant pour votre pratique dans vos établissements. Donc effectivement, que ça soit les appels du lendemain via, pourquoi pas, hein, ça peut être dans les embus,
dans les hospitalisations ambulatoires, un envoi, pourquoi pas par MSS, pour avoir comme un appel du lendemain, mais au travers de la MSS. Bon, sachant que ça ne va pas forcément joindre tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Mais ça peut être une manière d'envisager le sujet. Je crois qu'il y avait une autre question hors parcours. Attends, je remonte un peu. Oui, une question qui est intéressante. Existe-t-il un site pour vérifier nos taux d'envoi MSS comme le SIDMP pour le DMP? Alors, le site, je sais que nous, on reçoit les envois, Alors, mais… En fait, il va y avoir un site. Puisqu'il va y avoir ces données, elles vont être disponibles sur l'observatoire de l'ANS à partir du mois prochain, de mémoire. Par contre, mais c'est le dernier mois pour les recevoir, c'était le mois de février. C'est 2 mois avant, de toute façon. Voilà. Déjà, les indicateurs, ils sont rendus 2 mois après, très clairement. Hein, il y a un délai de 2 mois. Et des fois, ça peut faire des surprises. Hein. Moi, j'en avais été la victime sur SONES. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles, Dominique. On pensait envoyer et en fait, on n'envoyait pas. Voilà. Mais par contre, on va pouvoir s'inscrire. Tout le monde, enfin tous les établissements et les personnes vont pouvoir s'inscrire sur ce site de l'Observatoire pour pouvoir y accéder, pour consulter les données. Je vais voir si je trouve rapidement, je ne vous promets rien, mais je vais voir si je trouve le lien pour s'inscrire. Juste pour compléter ce que Manuela et Dominique disent, les usages, alors effectivement, on les a sur l'Observatoire de la e-santé. Je ne sais pas en revanche effectivement s'ils sont ouverts à tout le monde. Par contre, vos usages, vous pouvez normalement les retrouver dans les statistiques de votre logiciel métier, donc à voir avec votre éditeur ou de votre opérateur MS Santé. Donc, rapprochez-vous de votre éditeur et ou opérateur, si votre éditeur ne sait pas, ne vous a pas mis à disposition une interface pour les statistiques d'usage, mais effectivement, normalement, ça c'est à disposition par les éditeurs et par les opérateurs. Alors, on ne va pas prendre en compte que les parcours qualitatifs, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez nous détailler un parcours qualitatif. Alors, il est certain que nous, quand on va vous donner un go pour un parcours qualitatif, c'est bien qu'il ne fasse pas 1% de votre… il faut qu'il représente quand même quelque chose d'un peu plus important que 1% de tous vos patients. Mais oui, c'est ça, on est bien d'accord. Voilà, donc on va prendre tout le taux, mais on a besoin que vous nous détailliez quand même, vous, le taux de votre parcours qualitatif. Alors, on les a en interne. Oui, Madame Carbonel, répond Célia à ce que tu disais. Comment être sûr qu'au niveau national, on a les mêmes données éditeurs? Voilà. Alors, c'est les mêmes. En fait, votre opérateur, votre éditeur pousse ces informations-là au national. C'est un robot derrière qui le fait de façon automatique, donc… Sur ça, il n'y a pas de souci. Oui, à part que ça vaut quand même le coup de le vérifier une fois, Célia, parce que si ton opérateur, à un moment, il s'est gouré, il a mal formaté le fichier, etc., il a poussé 0 alors que tu en as envoyé 10 000. Hein. Enfin, je parle en connaissance de cause, hein, ça nous est arrivé dans les hôpitaux des armées. Hein. Donc, ça vaut le coup quand même de les suivre, même s'ils ont 2 mois d'écart, ça vaut quand même le coup d'aller regarder les indicateurs ANS. Hein.
Après, pour votre autre question, Madame Carbonel, l'IFUN dit que ça part, mais est-ce que c'est le bon finesse? Ça, normalement, les administrateurs de votre structure ont la possibilité de vérifier les paramètres qui sont dans vos boîtes aux lettres. Si vous n'êtes pas à même de le faire, demandez, posez la question à votre opérateur pour qu'il puisse vous le confirmer. C'est normalement sur un finesse géographique et comme on disait tout à l'heure, il y a effectivement une possibilité pour le faire sur le finesse juridique, seulement dans le cas des établissements sanitaires publics. Alors, je suis désolée, hein, je cherche le lien, mais je ne le retrouve pas. On va essayer de le trouver, on pourra le mettre sur le support avant de diffuser le support, ce lien d'inscription pour recevoir les indicateurs de l'ANS. Ouais. Alors moi, je suis navrée, j'ai une réunion qui commence, donc je vois qu'on a fini, enfin on est arrivé au bout là du webinaire. S'il n'y a plus d'autres questions sur la MSS, je vais laisser mes collègues finir le webinaire. Oh ben, je pense qu'on est au bout là. On a encore quelques personnes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Madame, pour le parcours éligible, c'est faisable pour envoyer des certificats médicaux. Qu'entendez-vous par certificats médicaux? Je l'avais ce truc. Madame Ruyi-Vilka, qu'est-ce que vous entendez par certificats médicaux? À la fin de consultation. Oui, c'est-à-dire vous lui avez remis en main propre et vous lui envoyez sur sa MSS, c'est ça? Oui, pour qu'il puisse être dématérialisé. Ça serait aussi bien les certificats pour un diabétique, comme quoi il peut prendre l'avion, comme quoi il a du matériel à garder près de lui, c'est ça, des seringues ou des choses comme ça. C'est ce que j'ai vu passer parfois, ou des certificats, des attestations pour le sport, ou c'est tous ces certificats dont vous parlez? Bah, écoutez, oui. Ce qui serait intéressant, Madame Yuri-Vilka, c'est que vous puissiez être en mesure d'évaluer à peu près le nombre de certificats qui sont produits. Parce que comme ils sont imprimés, pensez qu'il va falloir que vos médecins les valident pour pouvoir ensuite les envoyer. Et ce qui serait intéressant, c'est effectivement d'évaluer à peu près le pourcentage. Mais dans l'idée, ça peut être intéressant parce que les certificats dématérialisés, ça peut être intéressant. Bon, en attendant que... Voilà. Donc, les 2 prochains rendez-vous, c'est le 28 mai 2025 et le 18 juin. Et pareil, pour l'instant, thématique à définir ou peut-être sur le même... Alors, les accès pour déposer les indicateurs ont-ils déjà été envoyés? Non, comme on a dit en début, nous sommes dans l'attente, mais très, très imminente, d'avoir le lien vers la plateforme démarche simplifiée. Donc, je pense, on espère d'ici vraiment la fin de cette semaine être en mesure de vous envoyer à tous les établissements ayant candidaté l'accès à démarche simplifiée pour déposer les indicateurs.
Et je vous ai mis, moi, dans la conversation, une adresse à laquelle je pense vous pouvez écrire et, pour obtenir les indicateurs MSS de l'ANS. Donc, c'est mssanté.indicateur@isanté.gouv.fr. Là, je pense qu'on est un peu en retard. On peut peut-être clôturer le webinaire, Dominique. Tout à fait. Oui, je pense que c'est bon. S'il n'y a plus d'autres questions. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée à tous et bon courage. Bon courage. S'il y a des questions, à les poser même en avance sur les formulaires d'inscription pour les prochains webinaires. Ça nous permet de préparer mieux les réponses et de coller plus à vos attentes. C'est pareil, n'hésitez pas à revenir vers moi ou ma collègue Stéphanie Boschetti pour poser vos questions. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.